Vendredi 6 mai, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Énergie, baisse des livraisons de gaz de l'Algérie vers l'Espagne. Une chute estimée à 25% selon Enagás. En Palestine, les résistances palestiniennes contre-attaquent. Les autorités sionistes décident un blocus sur la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Législative au Liban, les expatriés votent ce vendredi et dimanche 8 mai. Les élections se tiendront le 15 mai au Pays des Cèdres. Conflit en Ukraine, 500 civils ont été évacués de Mariupol. Le Congrès américain confirme la guerre par procuration. On fait le point dans ce journal. Et on entame donc ce journal avec la réduction des livraisons de gaz par l'Algérie en direction de l'Espagne. Les exportations via le gazoduc Medgaz ont chuté d'environ 25% selon les données quotidiennes de la société Enagás. Mohamed Wali Ben Chaben. L'Algérie aurait baissé l'approvisionnement de l'Espagne en gaz naturel. Les exportations via le gazoduc Medgaz ont chuté d'environ 25% la semaine dernière comparativement au niveau enregistré à la mi-mars. D'environ 312 MWh par jour, les livraisons seraient passées à quelques 234 MWh par jour, soit une baisse d'environ 80 GWh par jour, selon les données de la société ibérique Enagás. L'acheminement de gaz via le gazoduc GME en sens inverse de l'Espagne vers le Maroc n'ont visiblement pas rassuré Alger qui aurait enclenché une phase de réduction des quantités de gaz fournies à Madrid. Cette baisse est consécutive au soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental, un deal qui n'a pas plu à Alger, qui a mis en garde contre tout détournement d'objectifs par l'Espagne du gaz algérien. Tout acheminement de gaz naturel algérien livré à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels et par conséquent pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols. Même si des garanties sont données par les autorités espagnoles qui ont insisté sur le gaz qui sera acheminé au Maroc proviendra d'Europe, Alger a pris sur lui de réduire les quantités de cette énergie fournie au Royaume ibérique. Reste à savoir si cette mesure aura un impact sur l'accord gazier entre Rabat et Madrid. Pour le moment, 3 centrales marocaines sont à la peine après l'arrêt par l'Algérie de la livraison de gaz via le gazoduc Maghreb-Europe qui est passé par le Maroc. Et de l'autre côté du globe, face aux crimes lâches commis par les forces sionistes, la résistance palestinienne se mobilise et contre-attaque. Jeudi, une énième opération de représailles a été perpétrée par de jeunes Palestiniens dans la ville d'Ilab. Un blocus sur la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée a été décidé par les autorités sionistes jusqu'à dimanche pour tenter de retrouver les auteurs présumés. Souhila Kilal. Les exactions et les crimes commis par l'entité sioniste dans les territoires occupés, notamment durant le mois sacré du Ramadan al-Aqsa, ne pouvaient laisser la résistance palestinienne de marbre. Déterminés à défendre leur cause, des jeunes Palestiniens multiplient les opérations martyrs en représailles aux violences récurrentes commises par les forces sionistes au vu et au su du monde. Au total, il y en a eu 6 depuis le 22 mars dernier. La dernière en date remonte à jeudi, jour de la date anniversaire sinistre de la création de l'entité sioniste. 3 colons ont trouvé la mort et 4 autres ont été blessés dans la ville d'Elad. Une véritable chasse à l'homme s'en est suivie pour tenter de retrouver les 2 auteurs présumés de l'attaque. 2 Palestiniens ont d'ailleurs été blessés par des balles de l'occupant sioniste à l'ouest de Ramallah durant cette opération. Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, a annoncé le blocage de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée jusqu'à dimanche.
Les réactions n'ont pas tardé à tomber. Le Hamas et le djihad islamique ont salué une attaque héroïque sans pour autant la revendiquer. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a de son côté demandé ce vendredi à la Cour pénale internationale d'ouvrir immédiatement des enquêtes sur le crime de colonisation dans les territoires occupés. Du côté des Occidentaux, Anthony Blinken a condamné cette attaque, assurant que les États-Unis se tenaient fermement aux côtés de leurs alliés israéliens. La coordinatrice résidente humanitaire des Nations Unies en Palestine, Lynn Hastings, a, elle, dénoncé le rejet par l'entité sioniste des requêtes contre les ordonnances d'expulsion des habitants en Cisjordanie occupée et a appelé l'occupant à cesser les démolitions et les expulsions en Palestine. L'ambassadeur américain Tom Hanitz a lui confirmé la visite de Joe Biden à Al-Quds Est et à Ramallah en juin prochain. Une visite qui, disons-le franchement, n'aura aucun impact sur la situation dans les territoires occupés. Et nous le disions en titre, les expatriés libanais votent ce vendredi 6 mai et dimanche 8 mai pour les élections législatives qui se tiendront le 15 mai au pays des Cèdres. Et c'est dans un contexte de crise économique soutenue que les Libanais exerceront leur devoir de citoyen. Imen Merad. Le président libanais Michel Aoun a fixé la date des élections législatives au 15 mai prochain. Un communiqué a été publié par le bureau présidentiel indiquant qu'Aoun avait signé un décret qui invitait les corps électoraux à élire les membres du Parlement le 15 mai pour les résidents libanais, le 12 du même mois pour les employés participant au processus électoral et le 6 et 8 mai pour les expatriés libanais. À cet effet, le Premier ministre libanais Najib Mikati a exhorté ce jeudi les expatriés à voter lors des prochaines élections législatives, afin de garantir que leur voix soit entendue et qu'ils puissent enfin réaliser les changements escomptés. Un appel lancé lors de l'inauguration de la salle des opérations pour la gestion et le contrôle des élections parlementaires à l'étranger, où Mikati a tenu à souligner l'importance de ce cycle d'élections. Les politiques qui convoitent des changements au Liban, un pays touché par une crise sans précédent, mise sur le vote des expatriés pour faire renverser la situation. Le gouvernement envasé dans une impasse politique n'a au final pris que d'étroites mesures pour faire face à l'effondrement national, abandonnant les Libanais, les laissant lutter seuls contre la crise, nourrissant de ce fait la pauvreté, en l'occurrence l'absence totale d'électricité, la flambée du prix de l'essence à la pompe, mais aussi l'indisponibilité des médicaments, menant le pays des Cèdres à atteindre un seuil de pauvreté effrayant. Les partis politiques qui recherchent un changement radical et certains partis d'opposition estiment que la majorité des électeurs expatriés éprouvent de l'amertume à l'égard du pouvoir en place et sont victimes d'une part de sa corruption, mais d'autre part que leur présence à l'étranger les immunise contre les pressions auxquelles sont soumis les électeurs internes et contre les pressions visant à faire réélire les mêmes visages. Le ministre des Affaires étrangères a décrit l'organisation de ces élections législatives comme la plus grande opération logistique de l'histoire moderne du Liban. La diaspora appelée aux urnes dans un contexte très difficile, donc on va en parler avec la journaliste libanaise, Madame Pascal Samar. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous donc pour en parler. Le Premier ministre libanais Najib Mikati, qui a appelé hier les expatriés à voter massivement lors des prochaines élections législatives. Quelle lecture pouvons-nous faire donc de cet appel de voter massivement ? Disons que c'est un appel, de façade, parce qu'il y a quand même une communauté internationale qui est là à superviser de près le processus électoral. Il y a également de grands pays qui ont rendu leurs donations tributaires de certaines conditions, dont notamment la tenue des législatives dans les délais impartis et la tenue d'un scrutin transparent. Donc tous les hommes politiques, pas seulement le Premier ministre, sont en train de jouer le jeu, celui de faire ce que la communauté internationale attend d'eux, notamment appeler les Libanais à voter massivement. Mais quand on voit les choses sur terrain, on voit que cet appel est en fait, c'est un appel juste fictif, superficiel, mais qu'en réalité, il y a eu pas mal d'embûches que rencontrent les électeurs, que ce soit sur le plan d'une intimidation, ou bien sur le plan de l'organisation, ou bien même sur le plan de l'ingérence des partis politiques et du pouvoir dans le processus électoral.
électorale. Et si on parlait sur le plan économique, le Liban qui vit cette crise économique sans précédent, est-ce que les Libanais sont confiants? Est-ce qu'ils voient ces législatives comme une éventuelle sortie de crise? Est-ce qu'ils voient ces législatives, est-ce qu'ils pensent que ces législatives pourraient apporter un nouveau souffle? Malheureusement non, parce que plus on s'approche du scrutin, plus l'opposition s'est divisée et n'a pas pu arriver à fédérer ses efforts autour d'une seule liste par circonscription. Donc avec l'éclatement de cette opposition, les partis traditionnels ont en quelque sorte consolidé leur emprise sur le pays. Là, on a un peuple qui est maintenant un peu désespéré. Donc on s'attend d'ailleurs à un fort taux d'abstention, que ce soit sur le plan national ou même au niveau de la diaspora. Jusqu'à présent, il y a juste 53% aujourd'hui, donc dans les pays arabes qui ont pu voter. Il y a eu aujourd'hui donc 10 pays arabes, les Libanais dans 10 pays arabes qui ont pu voter. Oui. Il y a juste eu 53%. Et avoir le nombre d'électeurs inscrits, c'est vraiment un peu malheureux, parce qu'on a une diaspora de 20 millions. On a eu uniquement 244 000 et demi d'électeurs qui se sont inscrits. Et il semble qu'il y aura pas mal d'entre eux qui vont pas aller voter. Donc ça reflète en quelque sorte une sorte de désespoir, un découragement, et également le fait que les Libanais ne voient pas en ces législatives un changement de donne ou bien une sortie de la crise économique. Merci Madame Pascal Asmar pour ces précisions et pour ces éclairages. Je le rappelle, vous êtes journaliste libanaise. Et dans le reste de l'actualité internationale, une centaine de prisonniers houthis ont été libérés par la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Cette libération s'inscrit dans le cadre d'une initiative humanitaire saoudienne. Ils regagnent le Yémen à bord d'un avion en direction de Aden ou bien de Sanaa. Et dans le conflit en Ukraine, environ 500 civils ont pu quitter la ville de Mariupol quelques heures après l'annonce de Moscou d'un cessez-le-feu dans la zone industrielle d'Azovstal. Une évacuation qui se poursuit, menée en coordination avec l'Organisation des Nations Unies. Amine Touta. Entre l'évacuation de civils et le cessez-le-feu, la tension reste vive sur la zone d'Azovstal à Mariupol après plus de 70 jours de conflit en Ukraine. Lors d'une dernière opération humanitaire menée en coordination entre Kiev et Moscou, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé sur son compte Twitter la sortie d'environ 500 personnes de la ville de Mariupol, dans la région du Donbass et ses environs. Le diplomate onusien a exprimé son souhait de voir davantage de pauses humanitaires afin de fournir un passage sécurisé aux civils. Les deux parties impliquées dans le conflit ont accepté la coordination onusienne et la Croix-Rouge pour évacuer les civils des zones de combat lors de la dernière visite d'Antonio Guterres dans la capitale ukrainienne. Sur le terrain des combats, l'ambiguïté demeure quant à la mesure dans laquelle le cessez-le-feu de 3 jours déclaré par la Russie sera respecté en raison des accusations mutuelles. Kiev a indiqué ces dernières heures que les forces russes ont poursuivi leurs frappes sur la zone industrielle, tandis que le Kremlin affirme que l'armée russe respectait le cessez-le-feu autour de l'usine et le fonctionnement de couloirs humanitaires autour d'Azovstal. Après plus de 2 mois de siège, Moscou est sur le point de prendre le contrôle total de cette ville portuaire et stratégique qui permettrait aux Russes de faire la jonction entre la Crimée et le Donbass à l'est du pays. Pour rappel, la ville de Kherson est la seule agglomération qui se trouve sous contrôle quasi russe depuis le début des opérations militaires au mois de février passé. Et une résolution appelant à la fermeture d'un bureau spécialisé de l'OMS à Moscou sera examinée la semaine prochaine par le Bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé. Une session spéciale de 2 jours débutera le 10 mai pour examiner cette résolution justement qui inclut l'éventuelle relocalisation du bureau de l'OMS à Moscou. Et ce conflit de haute intensité en Europe n'en finit pas de susciter les inquiétudes. Les aides militaires à l'effort de guerre ukrainien battent des records et des quantités astronomiques d'armes occidentales approvisionnent les fronts en Europe orientale. Le président américain a demandé au Congrès de débloquer rapidement une rallonge budgétaire significative pour soutenir Kiev. Sofiane Barouti. C'est depuis une usine du fleuron du complexe militaro-industriel américain, Lockheed Martin, que Joe Biden évoque l'apport qualitatif que Washington fournit à Kiev. Le mandataire américain exhortait le Congrès à consentir un soutien logistique militaire et humanitaire à hauteur de 33 milliards de dollars pour soutenir l'effort de guerre ukrainien.
La dynamique de soutien opérationnel s'intensifie donc après la grande réunion de Ramstein à l'initiative de Washington. Cette rencontre a été l'occasion de coordonner les efforts des Occidentaux et de leurs alliés dans la perspective d'optimiser l'acheminement d'armement sur les fronts ukrainiens. La plus grande base américaine d'Europe, située en Allemagne, a quasiment été transformée en hub logistique dédié à appuyer les forces armées ukrainiennes. Certains observateurs indiquent que ces décisions vont certainement prolonger la confrontation qui dure depuis plus de 2 mois. D'autres expriment des inquiétudes sur la profusion d'armes de pointe et sur leur éventuelle propagation sur le vieux continent. Pour rappel, de grandes quantités d'armes américaines, britanniques ou allemandes nourrissent les fronts ukrainiens, à l'instar des javelins anti-chars ou des Stingers anti-aériens d'une grande utilité pour les combats urbains. À ce propos, des batailles de grande intensité ont marqué la première phase de la guerre. Mariupol en est l'illustration. La deuxième phase, qui se concentre sur l'Est et le Sud ukrainien, devra inclure la dimension de la confrontation tactique dans de larges périmètres, principalement les grandes plaines, ce qui implique d'autres besoins opérationnels. À cet effet, les canons César français et des drones ont été livrés en masse à Kiev pour répondre aux injonctions tactiques imposées par la situation. Pour rappel, la frontière polonaise est le point névralgique pour l'acheminement du matériel de guerre. Les forces armées russes ont revendiqué plusieurs fois le lancement de raids contre des cargaisons d'armement et ont dernièrement annoncé la destruction de l'infrastructure ferroviaire utilisée par les forces armées ukrainiennes. Et ce 6e paquet de sanctions contre Moscou présenté par la Commission européenne mercredi, cette 6e salve de sanctions porte sur un embargo progressif sur le pétrole. La présidente de la Commission déclare, je cite, « Il s'agira d'une interdiction complète des importations de tout le pétrole russe transporté par voie maritime ou par oléoduc, brut et raffiné ». Fin de citation. L'unanimité des 27 est impérative pour l'adoption des sanctions par l'Union européenne. Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban juge que Bruxelles a franchi une ligne rouge en voulant interdire les importations de pétrole russe et porter atteinte à l'unité européenne affichée depuis le début du conflit en Ukraine. Et en parlant de pétrole, justement, l'alliance OPEP+, des grands producteurs de pétrole brut, a décidé hier de maintenir sa politique prudente d'augmentation de la production pétrolière à 432 000 barils par jour pour le mois de juin. Annonce faite à la suite de la 28e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP tenue par vidéoconférence. Il a été noté que la persistance des fondamentaux du marché pétrolier et le consensus sur les perspectives indiquaient un marché équilibré. On écoute à ce sujet Reda Boussaïda, expert en économie. L'OPEP estime essentielle la stabilité des marchés énergétiques pour l'économie mondiale et pour veiller justement à ce qu'il y ait des quantités suffisantes d'énergie sur le marché dans une perspective à très court terme du début d'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe. Ensuite, parce que l'OPEP a intérêt à agir de manière concertée afin d'éviter une guerre des prix et contrôler ainsi le marché du pétrole. Il faut rappeler tout de même que la monnaie russe a perdu le tiers de sa valeur par rapport à l'euro. Mais aujourd'hui, elle a retrouvé son niveau d'avant-guerre et je pense que cela est la conséquence des contre-mesures mises en œuvre par Poutine qui ont produit des effets. Par exemple, la Russie a imposé aux pays de l'Union européenne de payer le gaz russe en roubles et ces derniers pour l'instant s'exécutent en l'absence de solutions alternatives. Dès lors, des milliards d'euros sont transformés en roubles, mais aussi parce que les rentrées en devises de la Russie ont franchi des sommets historiques depuis 20 ans à cause justement de l'augmentation des prix des hydrocarbures, notamment ceux du gaz, remplissant ainsi les caisses de la Russie. En Tunisie, le président Kais Saïed a rencontré hier le ministre tunisien de l'Intérieur et lors de leur rencontre, Kais Saïed a déclaré que la Tunisie vit ces jours-ci une situation difficile mais que ses institutions fonctionnent et affronteront toutes sortes de crimes. Il faisait référence notamment aux incendies criminels qui ont eu lieu dans certaines régions. Il ajoute que ces actes ne sont pas survenus par hasard et coïncident avec les déclarations de certaines parties, notamment le FSN. On écoute. Ce n'est pas possible. Ces feux qui se déclarent un peu partout, il y a des gens qui cherchent à mettre le feu au pays.
Ils veulent voir la terre brûler, mais aussi le gouvernement. Mais nous ne les laisserons pas faire. Nous avons organisé un dialogue national pour aboutir à un texte, mais eux ne veulent pas dialoguer. Ils veulent seulement revenir en arrière. Mais sachez que ce dialogue ne se fera pas avec ceux qui ont vendu leurs âmes et conscience pour des miettes. Au Burkina Faso, 7 soldats et 4 supplétifs de l'armée tués dans 2 attaques. Il s'agissait d'embuscades tendues par les terroristes dans les régions du nord et centre-nord du pays. 9 personnes ont été blessées dans ces attaques. C'est ce qu'a annoncé l'armée burkinabé qui précise la neutralisation d'une vingtaine de terroristes. On va rendre hommage dans ce journal à l'homme politique et ancien ministre Mohamed Sadir Ben Yahya, décédé dans un accident d'avion le 3 mai 1982. Il incarnait l'homme d'État dévoué et le diplomate infatigable qui a fait connaître la guerre de libération dans le monde et servi le pays avec abnégation et humilité après l'indépendance. L'actuel ministre algérien des Affaires étrangères Amtan Lamamra s'est remémoré hier les qualités du défunt Moudjahid, appelant les jeunes à suivre les pas de cette personnalité exemplaire. Il a consacré sa vie au service de l'Algérie en tant que militant, combattant moudjahid et fin négociateur durant la glorieuse guerre de libération. Il était un homme de la Révolution avant d'être un homme d'État. Il a participé à toutes les étapes de l'édification et a joué des rôles déterminants tout au long de sa vie. Outre les postes diplomatiques importants qu'il a occupés. Et on écoute également l'hommage rendu à Mohamed Sadir Ben Yahya par Ahmed Rachdi, conseiller du président de la République chargé de la culture et de l'audiovisuel. Pour moi, Mohamed Ben Yahya n'est pas mort. Mohamed Ben Yahya reste présent dans nos cœurs, dans le souvenir. Et il est parti, pour moi, dans une éternité sabbatique, pour rester présent dans nos cœurs. Et je ne peux plus évoquer Mohamed Ben Yahya sans avoir les larmes aux yeux. Excusez-moi d'en rester là. Merci beaucoup. On va parler sport avant de se quitter, du football, du hockey ou bien même encore du tennis. L'actualité sportive en 120 secondes vous est proposée par Faisal Salah. Football européen, de la magie, de la folie et de l'improbable. Le vieux continent a connu une semaine footballistique chargée d'émotions. 3 destinations pour les vainqueurs des demi-finales. Paris-France pour une Ligue des Champions entre Real et Liverpool. À Sevilla, Espagne, on joue la finale de l'Europa League. Les Rangers contre Frankfurt pour la première finale d'Europa League Conférence. La capitale albanaise, Tirana, abritera les 2 finalistes, l'AS Rome et Feyenoord. Dans l'autre rive, Ligue des champions africains, l'Entente de Sétif affrontera demain l'Aile d'Égypte en demi-finale aller. Le représentant algérien effectuera un dernier entraînement ce soir à 21h, tandis que la conférence de presse d'avant-match est prévue à 20h. Le président de la FECAFOOT a créé 2 polémiques dans l'espace de 24 heures. L'ex-star du FC Barcelone a tiré éloge dans un tweet à l'ennemi juré du Barça, le Real de Madrid, après la qualification historique des Madrilènes à la finale de la Ligue des Champions. On rappelle que Eto'o a gagné 2 Ligues des Champions avec les Blaugrana. Il a joué que 3 matchs avec le Real. La matinée du 5 mai, nouveau scandale à la bâtisse de la FECAFOOT. Eto'o démit Liliane Go Mbog, charge du département marketing et responsabilité sociétale, en cause des soupçons de malversation financière. 72 heures pour remettre les clés. L'histoire est loin d'être finie. Les avocats de Liliane menacent Eto'o Samuel Fils de déposer une plainte. La FECAFOOT conclut son communiqué en affirmant qu'elle ne saurait être tenue responsable d'actes posés par cette ancienne collaboratrice. Samuel Eto'o veut se décharger d'une responsabilité quand il est amené à l'assumer. Ok, à Fussen en Allemagne, 3e édition de la Development Cup tournoi, les Algériens ont battu la sélection d'Andorre avant de perdre face à l'Irlande 6-7. Par la suite, l'Algérie a vaincu le Portugal. L'Algérie est désormais 2e du classement et affrontera le leader, la Colombie, demain.
Tennis, le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev a reçu ce vendredi une invitation pour disputer l'ATP 250 de Genève. Le Russe sera de retour sur terre battue. Medvedev a subi une opération destinée à soigner une hernie il y a un peu plus d'un mois. Le numéro 2 jouera l'Open de Genève pour bien préparer Roland-Garros fin du mois. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez la météo juste après. Et je vous retrouverai demain à 18h pour une édition spéciale Libye. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News. À demain.